Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. J'ai la voix un petit peu cassée parce que j'ai été malade ces derniers temps, mais il est temps de reprendre les épisodes de podcast, donc me voilà. Déjà, j'ai une super nouvelle à vous annoncer, moi je suis trop contente, c'est que j'ai travaillé ces dernières semaines sur un petit outil que vous allez pouvoir utiliser en toute autonomie, qui va vous permettre d'aller voir un petit peu vos parts d'ombre et aller libérer ce qui peut peser. Et donc, on est sur la base d'un e-book avec un audio d'auto-hypnose que vous pouvez écouter et vous avez juste à vous laisser porter pour aller justement à la rencontre des parts de vous qui ont des choses à vous dire et qui probablement se manifestent d'une manière pas très agréable dans votre vie. Donc cet outil, il est fin prêt, il attend que vous. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description. Il y a une petite réduction pour les 48 premières heures, pour les personnes qui ont envie de se lancer. Je vous mets pareil le code promo dans la description. Et pour les personnes qui écoutent via les plateformes Apple et Spotify, je sais que je peux pas mettre de lien cliquable dans la description, donc vous aurez juste à copier-coller le lien dans votre navigateur. Et sinon, vous pouvez retrouver aussi les informations sur mon compte Instagram, Flamme Jumelle, âme jumelle. Voilà, je suis très contente et j'ai hâte que vous me fassiez des retours et j'espère que ça va vous plaire autant que ça me plaît. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des différences entre les profils runners et les profils des chasers. Je sais que assez rapidement dans mon parcours, ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est que quand j'ai rencontré mon autre, je voyais surtout les points communs qu'on avait. Parce que pour moi, c'était tellement évident qu'on se ressemblait sur plein de choses, etc. Et quand il agissait de manière incongrue pour moi, je comprenais pas en fait, je me disais mais c'est bizarre, pourquoi il fait ça, etc. Je pense que c'est assez commun à pas mal de chasers d'être assez déstabilisés parce que on voit nous tout de suite les points communs qu'on a. Et en fait c'est aussi pour ça qu'on a du mal peut-être à communiquer, à pas comprendre pourquoi notre runner n'arrive pas à communiquer avec nous. On se dit mais pourtant c'est simple, il suffit de dire des mots. Et en fait, non, on fonctionne vraiment différemment. Il faut vraiment comprendre qu'on est complémentaires sur tous les plans. Et c'est lié à plein de choses différentes. C'est lié déjà aux vécus qu'on a qui sont différents. On vit des enfances différentes, même si on a tous les deux, chaque polarité a une enfance difficile avec souvent, très souvent pour moi, systématiquement un cadre familial qui est déséquilibré et qui est surtout dysfonctionnel. On a aussi des visions de l'amour qui sont opposées en surface, parce qu'en fond ça se rejoint. Et c'est ça que je trouve intéressant. En fait, c'est comme si le chaser et le runner se sont chacun fait des promesses à eux-mêmes, mais ça remonte à loin, ça remonte à l'enfance, vis-à-vis de l'amour. Et du coup, ça fait que quand on se rencontre, paf, ça fait pas des chocs à pic, mais ça fait des incompréhensions. En gros, le chaser, c'est vraiment l'éternel romantique, qui rêve du grand amour dans la vie et qui voit ça vraiment, qui a le côté un peu bisounours, paillettes, licorne, etc. Et donc quand il rencontre son runner, il est là, waouh, mais c'est ce dont j'ai toujours rêvé, c'est ma personne, c'est sûr, je le sais, je le sens, c'est évident, on va se marier, etc. Ça part très loin dans sa tête. Le runner, c'est l'inverse. Lui, il s'est fait une espèce de promesse à lui-même que il ne s'accorderait pas le fait de vivre l'amour dont il rêve. Parce qu'en fond, le rêve est le même. Le chaser comme le runner rêvent tous les deux d'un amour porteur, élévateur, grand, qui va les transformer, qui va les transcender, qui va les transporter. Mais le runner a peur de cette forme d'amour-là, et donc il s'est comme fait une promesse à lui-même de se contenter d'un amour, on va dire, terrestre, ok. Quelque chose qui n'est pas vraiment le véritable amour, mais qui au moins ne le fait pas souffrir. En fait, le runner, il a extrêmement peur de souffrir en amour, le chaser aussi, mais différemment, et donc du coup, il va tout faire quelque part pour fuir cette forme d'amour. Et donc, quand il rencontre son chaser, il se dit « Wow là là, mais c'est quoi ce bazar ? Courage, fuyons !» Et c'est entre autres ça qui va venir déclencher cette fameuse dynamique du runner et du chaser qui nous vaut nos superbes surnoms, où il y en a un qui va courir et l'autre qui va courir derrière. Le chaser ayant goûté à cet amour et il sait que c'est ça qu'il cherche depuis toujours, il se dit mais il y a aucun moyen que je lâche cette personne, c'est ma personne, je le sais, je le sens, je m'accroche jusqu'au bout. Là où le runner il se dit oula, c'est exactement ce que j'ai cherché à fuir toute ma vie, je me sauve. Là on est évidemment sur des plans inconscients, je pense qu'il y a peu de personnes qui se disent ça au niveau conscient.
Peut-être que les chasers se disent c'est l'amour de ma vie au niveau conscient, mais je doute que les runners se disent courage fuyons au niveau conscient. Et ça vient aussi influencer la manière dont on va se positionner dans la relation. Le chaser, ayant tout de suite senti que le runner c'est l'amour de sa vie, il va se positionner en posture sacrificielle, en se disant c'est ma personne, donc j'ai cherché ça toute ma vie, il est là, elle est là, je ne vais pas le laisser ou la laisser partir, donc je donne tout pour cette personne, quitte à m'oublier, parce que c'est cette personne qui va me rendre heureuse. Évidemment, là c'est quand on est en début de parcours, donc on est sur des profils où il va y avoir encore beaucoup de dépendance affective, et c'est pour ça que justement ça vient faire mal ensuite. Mais en tout cas, on a un chaser qui va se positionner dans le « je suis prêt à tout donner pour cette personne parce que je sais que c'est la bonne ». Et donc, on va se positionner dans cette posture sacrificielle qui fait que on est prêt à tout donner pour notre runner, ce qui va repousser, voire dégoûter le runner. Et je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, alors j'ai la chance de recevoir de plus en plus de runners en accompagnement privé, en rendez-vous individuel, et donc j'ai effectivement leurs témoignages sur leur propre parcours, et je sais qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent justement d'avoir cette posture d'être repoussés par leur chaser alors qu'ils l'aiment énormément. Et justement, ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que, chers runners, vous êtes programmés pour ça, donc zéro culpabilité à avoir. Effectivement, on le sent. Je sais que, pour le coup, moi je l'ai déjà vécu, cette situation qui a duré vraiment une fraction de seconde, où j'ai senti que j'étais totalement positionnée dans le sacrificiel, etc., par rapport à mon runner, et j'ai vu dans ses yeux, j'ai senti dans sa posture, dans la posture de son corps, cette seconde où il m'a repoussé de dégoût, en fait, de « oh, comment tu te positionnes ?» Et en fait, dites-vous que les runners, quand on se positionne en sacrificiel comme ça, total, vraiment ça les fait fuir parce que ils sont programmés pour nous permettre de nous accorder notre juste valeur. Donc, c'est normal, chers runners, que vous soyez repoussés quand vous voyez la personne qui est votre personne se positionner comme un paillasson. C'est normal d'être repoussé. Personne n'a envie d'être en couple avec un paillasson. Et donc, cher chaser, s'il y a des moments où vous détectez dans le regard, dans la voix, dans le positionnement de votre runner que il vous repousse, prenez le temps d'observer votre positionnement. Est-ce que vous êtes en positionnement juste par rapport à vous, ou est-ce que vous êtes encore une fois en train de vous faire marcher dessus, d'accepter n'importe quoi et de vous sacrifier? Et il y a de fortes chances pour que si votre runner vous repousse, c'est que vous êtes dans un positionnement qui n'est pas du tout juste pour vous. Et justement, dans ces échanges, et souvent c'est plutôt dans les débuts de parcours, les chasers, ils vont idéaliser énormément la relation avec le runner. Donc, ils vont avoir ce côté un peu, justement, bisounours, licorne, paillette, sur tous les aspects de la relation, alors qu'objectivement, ce n'est pas le cas. Ils vont avoir l'impression que tout moment passé avec leur runner est incroyable juste parce que c'est un moment passé avec leur runner, même si, objectivement, il y a des choses qui n'allaient pas, parce que, surtout en début de parcours, la relation est évidemment dysfonctionnelle, et les runners vont avoir à ce moment-là un peu plus de recul sur la situation. Et ils vont voir les choses qui ne vont pas. Et donc il peut y avoir un gros décalage à ce moment-là parce que les chasers sont très emballés par ce qui se passe, là où les runners vont avoir de plus en plus de petits warnings qui leur font dire « Ouh là là, il y a un truc qui va pas », et ils vont se sentir de plus en plus repoussés par l'attitude du chaser, qui lui va de moins en moins comprendre, qui va de plus en plus s'accrocher, et donc là on renforce cette dynamique de « il y en a un qui court et l'autre qui court derrière ». Sur la partie sacrificielle, le runner n'est pas en reste, mais il ne se sacrifie pas de la même manière que le chaser. En tout cas, il se sacrifie pas envers les mêmes personnes. Le chaser, il va se sacrifier surtout en amour, et il va se sacrifier surtout vis-à-vis de son runner. Là où le runner, il va essayer d'éviter cette relation amoureuse, justement parce qu'elle représente, au fond, tout ce qu'il a toujours voulu, mais qu'il ne s'autorise pas à avoir, et il va se sacrifier auprès du reste du monde. Il va se sacrifier auprès de son entourage, alors de sa famille, de ses parents, des personnes qui comptent pour lui ou pour elle, parce que le runner, il a une forte blessure de non-reconnaissance. Et ça fait qu'il va s'appuyer sur le regard extérieur pour s'accorder sa valeur. Et quand il se sent reconnu par l'extérieur, il a l'impression que ça lui accorde davantage de valeur. Et donc, cette blessure de non-reconnaissance implique le fait que le runner va souvent se positionner de manière sacrificielle pour son entourage. Donc ça peut être par exemple un runner qui va
aider ses parents, qui va se positionner presque comme un parent pour ses parents, qui va s'occuper de ses parents, qui va, travailler dans l'entreprise de ses parents pour aider à redresser la situation de l'entreprise familiale. Ça peut être un runner qui va être dans un couple avec peut-être des enfants, une famille, et qui va, même s'il n'est pas heureux, rester dans ce schéma-là parce que il a peur de blesser sa partenaire, de faire du mal à ses enfants. Donc il est prêt à faire passer son bonheur après tout le monde pour obtenir l'approbation, la reconnaissance de ses actions auprès, on va dire, du grand public. Et ça, c'est extrêmement important pour lui. Et ça, c'est même de l'ordre de la survie, parce que là, on est vraiment, quand on parle du regard des autres, c'est une des peurs qui est les plus difficiles à dépasser. Et là, vraiment, pour le runner, c'est comme si ce regard des autres et le fait d'avoir la validation des autres, c'est comme obtenir quelque part une forme d'amour pour lui des autres. Et donc, quand on ressent de l'amour des autres, on se sent vivant, on se sent vu, entendu, reconnu, et donc on a l'impression d'exister et d'être aimé. Et donc ça, évidemment, c'est des besoins humains qui sont fondamentaux, donc forcément, on va toucher à des choses qui sont très importantes. Je sais aussi que ce qui peut porter à confusion pour les chasers notamment, c'est le fait que quand ils partagent l'information qu'on est flammes jumelles, etc., ils s'attendent à ce que ça crée chez leur runner la même chose que ça crée chez eux. Parfois c'est le cas, mais parfois pas du tout. Parfois ça fait un gros flop, et ils ne comprennent pas du tout pourquoi ça ne crée pas la même réaction chez leur autre que ça a créé chez eux. Il faut comprendre aussi que là-dessus, on est des profils complètement complémentaires. C'est-à-dire que le chaser, il a développé un gros yang blessé. Et donc, qui dit yang, dit compréhension des informations par le cerveau, par le mental. Et donc, nous, chaser, quand on vit cette situation avec notre autre, cette reconnexion, on touche du doigt ce conte de fées dont on a toujours rêvé, et ensuite ça part en cacahuète, et là, on est complètement déstabilisé et on a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc là, on va chercher des informations. Chercher à comprendre avec le mental, chercher à comprendre avec notre logique, là où le runner, il a développé plus de yin blessé, et donc, il sait au final assez vite qu'il y a une connexion particulière avec son autre. C'est comme si instinctivement, il savait que cette personne est particulière pour lui, mais il n'a pas forcément envie de le qualifier. Parce que qualifier, ça veut aussi dire mettre une étiquette sur cette relation. Or, c'est un peu compliqué aussi pour eux de mettre une étiquette sur cette relation parce que ça ressemble à de l'amour, mais pour eux, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, ils ont tiré un trait dessus depuis longtemps. Et donc, l'amour, c'est ce qu'ils vivent avec d'autres partenaires, dans les relations amoureuses qu'ils peuvent avoir par ailleurs. L'amour, normalement, pour eux, c'est quelque chose de bien encadré, de bien défini, de sécurisé, pour justement éviter de trahir la promesse qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Et donc là, on arrive à un point où le runner, il ne sait pas forcément quoi mettre comme qualification sur cette relation. Après, si je suis vraiment honnête, moi pendant très longtemps, je ne savais pas quoi mettre comme étiquette non plus à mon autre. C'était très compliqué, étant donné que je faisais partie de la team des personnes qui mettent la tête dans le sable. J'étais dans un déni tellement gros que pendant longtemps, je me posais des questions, comme je voulais pas m'avouer que je l'aimais. Je me disais que c'était une sorte de meilleure amie, mais plus. et c'était très compliqué pour moi de mettre une étiquette dessus. Et donc en ça, je peux comprendre aussi, peut-être que parfois les runners ont du mal à qualifier ce type de relation parce que ça ressemble à aucune autre connexion. Aussi, ce qui se passe, c'est que là où le chaser, il a besoin de tout comprendre avec sa tête, le runner, il a besoin de comprendre par l'expérience. Et donc, une des erreurs que font parfois les chasers, c'est d'avoir envie que le runner, que leur autre, suive le même parcours d'évolution qu'eux. Or, en fait, le runner, il n'est pas censé faire exactement le même chemin que vous, chers chasers qui m'écoutez. Parce que le runner, il a besoin de pratique. Et donc, vous aurez beau lui dire « on est flammes jumelles, on est destiné, etc. » si c'est ce que vous pensez, ça changera rien pour lui. Parce que s'il a besoin d'expérimenter, s'il a besoin de, s'il a d'autres contrats d'âme avec d'autres âmes entre-temps, eh bien de toute façon, il aura besoin de les mener à terme. Et il aura aussi besoin de faire sa propre expérience et
de tester dans la matière pour voir s'il peut ressentir la même chose que vous avec d'autres partenaires. Et ça n'a rien contre vous, c'est plus que là où nous, les chasers, on a besoin de beaucoup de théorie, le runner, il a besoin de beaucoup de pratique. Et c'est logique parce qu'on est complémentaires. C'est comme si nous, on faisait ce trajet avec cette fameuse machette là dans la jungle, avec toute cette théorie, qu'on bouffe. Et puis une fois qu'on commence à avoir un peu une big picture de ce qui se passe et qu'on a une idée de ce qui se trame sur notre chemin, c'est bon. Là où le runner, c'est comme si nous, on avait tracé le fameux chemin, et lui, il va devoir marcher sur ce chemin et expérimenter. Donc nous, on fait plus la partie théorie, là où eux font plus la partie pratique. Évidemment, tout ça, c'est à nuancer, on fait tous de la théorie et de la pratique. Mais la partie théorie est un peu plus grosse du côté des chasers, et la partie pratique est plus grosse du côté des runners. Ensuite, en termes d'attachement, je sais qu'on entend souvent que le runner c'est le fuyant et que le chaser c'est l'attachement anxieux. Je suis pas exactement d'accord avec ça, dans le sens où moi j'ai l'impression qu'on est plus, les deux profils sont des attachements ambivalents. C'est-à-dire que on a tous les deux des attachements ambivalents, on est capable de switcher de fuyant à anxieux, mais chez le chaser il y a une prédominance ambivalente qui tend vers un attachement anxieux, là où chez le runner, on a un attachement ambivalent qui va tendre plus vers un comportement fuyant. Mais honnêtement, moi, que ce soit mon profil personnel ou que ce soit les profils des chasers que je reçois en rendez-vous, j'en ai beaucoup qui me disent aussi, et c'est mon cas, que avant de rencontrer leur runner, ils avaient plutôt un profil fuyant. Et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec cette logique de l'attachement anxieux. Je pense qu'on est plus tous les deux dans un ambivalent, c'est-à-dire que y a des moments où on va tomber dans une des polarités de la dépendance affective qui est l'anxiété qui est j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de sentir que l'autre est là, qu'il me dise qu'il m'aime, etc., qu'il le montre d'une certaine manière. Et par moments, on peut aussi tomber dans la fuite. Et du côté des runners, c'est aussi la même chose. Et dès que le chaser commence à se positionner un peu plus en fuyant, le runner se positionne en attachement anxieux, et se dire comment ça se fait que j'ai pas eu de nouvelles, j'essaie de prendre un peu des nouvelles parce que mon chaser ne m'en donne plus trop. Et dès on a passé ce fameux switch et que le chaser est davantage dans un positionnement centré sur lui, vous inquiétez pas que le runner il le sent et que c'est plutôt lui qui va revenir au contact, et que probablement dans cette période-là, si vous êtes en contact avec votre autre, vous allez vous rendre compte que son positionnement est complètement différent. Et à ce titre, je vous fais un petit partage personnel, j'ai revu mon autre il n'y a pas si longtemps que ça, après une grosse période de séparation et de silence, et là j'ai pu sentir qu'effectivement, une fois qu'on a passé ce switch, les positionnements sont complètement différents, donc même un runner bien fuyant, eh bien au final, il peut se trouver dans des comportements très anxieux, à verbaliser, à montrer une peur de perdre l'autre, une tentative de reprendre le contrôle sur ce qui se passe, qui à la base pourrait être associée davantage au chaser. Donc tout ça pour dire, je pense que c'est plus subtil, encore une fois, que juste le runner est fuyant et le chaser est anxieux. Pour moi, on est les deux ambivalents et on fait une espèce de danse à deux, et quand il y en a un qui avance, il y a l'autre qui recule, et justement, le but, c'est de réussir à tomber dans un mode de fonctionnement, d'attachement qui fonctionne bien, et qui devient de plus en plus équilibré, où il y a de moins en moins de phases de fuite et de phases anxieuses, où on va rechercher absolument la connexion intense et la validation de l'autre, et la validation surtout des sentiments de l'autre. Un autre gros point de différence qu'on a, c'est la communication. Là où les chasers vont avoir besoin, envie de verbaliser les choses, de dire, de communiquer, de mettre des mots précis sur des choses, et vont avoir plutôt une facilité à s'exprimer. On va avoir des runners qui vont être plutôt dans le ressenti, et ça va être plutôt très compliqué pour eux de verbaliser leurs émotions et leurs ressentis. Aussi parce que les chasers sont davantage guidés par leurs émotions. Le chaser, il va plus souvent et plus facilement
exprimer ses émotions, les montrer, quitte à même déborder, souvent au début de parcours, comme on a un peu de difficulté à gérer tout ce qui se passe, on peut être aussi dans des excès émotionnels où on va passer par des montagnes russes d'émotions et on va dégouliner de toutes ces émotions sur notre runner qui lui se retrouve pétrifié avec toutes ces émotions qui lui dégoulinent dessus et on a l'impression de s'agiter dans tous les sens, de remuer ciel et terre, de parler et même peut-être de trop parler, là où le runner il est plus à l'intérieur de lui, c'est-à-dire qu'il va le runner, il va plus ressentir les choses et les garder pour lui. Il faut savoir que les runners ont aussi souvent très peur de blesser. Il y a une forte culpabilité qui va aussi avec le fait de blesser les autres. Et donc, plutôt que de prendre le risque de blesser, ils vont beaucoup ruminer. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, mais ça reste à l'intérieur. Là où nous, on va avoir tendance à énormément parler et parfois avoir des mots qui dépassent notre pensée et à essayer de les rattraper ensuite. Les runners, ils vont plutôt garder le silence quand ils ne savent pas comment dire les choses ou quand ils ont peur de blesser. Ils vont garder leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est aussi un gros point d'incompréhension parce que, en tant que chaser, on va essayer de tirer les vers du nez du runner, d'obtenir des informations. Là où le runner, s'il garde le silence, c'est parce qu'il n'est pas prêt ou qu'il ne sait pas comment formuler ses pensées et ses émotions. Et ça sert à rien de venir titiller, etc. parce que tant que c'est pas le moment, si vous insistez, vous risquez plutôt d'avoir une communication qui est pas fluide et peut-être de tirer justement les vers du nez du runner, mais qui va vous dire des choses qui peut-être dépassent sa pensée ou qui va pouvoir regretter par la suite et ensuite il va énormément culpabiliser et sans doute se retrancher pour gérer cette culpabilité. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre que là-dessus on est très différents. Ça n'empêche que on peut essayer de trouver une communication qui fonctionne. L'idée, c'est pas de se dire que le chaser est censé parler pendant des heures et que le runner ne dit rien. Il y a aucun équilibre là-dedans. L'idée, c'est peut-être aussi de se dire que le chaser peut peut-être prendre plus de temps pour réfléchir quand il a des choses à exprimer, qu'il peut aussi accorder des temps de silence parce que ça, on l'apprend aussi en tant que chaser avec le temps qui passe. Parce que ce fameux temps là, ce fameux timing divin qui passe, ça c'est aussi une des leçons du chaser que d'apprendre la patience. Et le fait d'apprendre la patience, c'est aussi apprendre que dans le silence, il y a beaucoup de choses qui se passent et que ça permet aussi d'avancer dans sa réflexion. Et que peut-être que si on réagit à chaud, eh bien on dira pas la même chose que si on attend peut-être 1 heure, 2 heures, 3 jours pour parler. Parce qu'on aura eu le temps de faire le tri dans nos émotions et de savoir ce qu'on a envie de donner à l'autre ou non. Et du côté du runner, le but c'est aussi de réussir à pouvoir communiquer sur ce qu'il ressent, ce qu'il souhaite, la manière dont il se projette ou non. Et le but c'est justement de faire un espèce de mi-chemin entre les deux. C'est pas à l'un de s'adapter à l'autre ou à l'autre de s'adapter à l'un entièrement, parce que encore une fois là-dedans il n'y a pas d'équilibre. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver un juste milieu. Mais déjà, dans un premier temps, c'est de reconnaître qu'on est très différents là-dessus et que le chaser, il a ce besoin d'extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est comme si c'était trop à garder à l'intérieur et que ça bouillonnait, c'est comme une cocotte minute, il a besoin de tout déverser, ce qui en soi est un comportement qui peut être perçu quand même comme assez égocentré parce que en déversant comme ça sur l'autre, est-ce qu'on prend la mesure de ce qu'on déverse sur l'autre? On peut aussi prendre le temps de gérer nos émotions de notre côté, de trier ce qu'on a envie de dire ou de pas dire, de déjà sortir de notre côté tout ce qu'on a à sortir et ensuite trier ce qu'on souhaite confier à l'autre ou non. Et du côté du runner, il y a plutôt cette logique de se taire et de faire des silences pour faire le tri dans ce qui se passe avant de venir communiquer. Mais du coup, c'est des silences qui peuvent durer longtemps et c'est des silences qui, quand ils sont absolus, peuvent venir justement créer une forme d'angoisse et d'anxiété chez le chaser parce que quand on n'a pas d'informations, quelque part, toutes les options sont possibles. Donc, on peut s'imaginer le scénario le plus rassurant comme le scénario le plus angoissant et le fait d'avoir 0 information, ça crée, en fait, ça ouvre la possibilité à des suppositions. Même si, évidemment, comme le disent les 4 accords Toltec, on est censé ne pas faire de suppositions. Mais quand on est sur ce chemin-là, évidemment, on avance petit à petit, on avance pas à pas, et apprendre à ne pas faire de suppositions, ça prend aussi le temps que ça prend. Et je voudrais revenir quelques instants sur cette notion d'objectif, de valeur, de la vision de l'amour, parce qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on aborde toutes les différences entre chaser et runner,
On peut aussi se rendre compte du fait que, en fait, c'est comme si le socle commun est le même. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, les mêmes objectifs. Et on a aussi la même vision de l'amour. C'est rigolo parce que j'ai eu l'occasion de confronter cette vision de l'amour que j'ai avec celle que mon autre a il y a très peu de temps, et de me rendre compte qu'effectivement on est tout à fait en phase sur ce qu'on recherche au fond dans la vie comme forme d'amour, un amour qui fait grandir, qui élève, qui fait évoluer, qui transcende, qui transforme. Et sur le fond des valeurs communes, des objectifs de vie, des flammes jumelles, des âmes jumelles, des personnes en parcours sacré sont toujours raccords sur le fond. Et en fait, c'est toute la forme qui vient créer comme une brouille, une espèce de confusion et des incompréhensions. Et tout l'objectif de ce parcours, c'est de réussir à ouvrir suffisamment grand son cœur pour accepter que l'autre est différent et accepter d'avancer un petit peu vers le terrain de l'autre, mais des deux côtés. C'est vraiment ça, c'est comme avancer à mi-chemin pour pouvoir se retrouver. Pour moi, il y a beaucoup de ça dans ce parcours-là. Il y a vraiment le fait de réussir à voir l'autre pour ce qu'il est, à accepter qu'il est différent, à peut-être comprendre ce qu'il peut y avoir derrière ces différences. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des mécanismes de protection? Est-ce que c'est tout simplement des habitudes? Et réussir à trouver un juste milieu qui permette aux deux de se sentir confortables, écoutés, vus, reconnus. Et ça permet, je pense, au-delà de ces différences, de se rendre compte que il y a cet objectif commun, il y a ces valeurs communes, il y a cette vision commune de la vie. Et c'est ça, au final, le plus important. Et c'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est le fait d'aimer quelqu'un qui fonctionne à l'opposé de vous et qui va appuyer sur tous vos déclencheurs possibles, parce que si vous aviez un choix conscient à faire, évidemment vous choisiriez quelqu'un avec qui c'est plus facile, c'est évident, c'est fluide, un amour simple, quelqu'un qui vous ressemble, qui fonctionne comme vous, il n'y a pas d'effort de communication à faire parce que ça passe tout seul. Mais non, vous avez choisi ce chemin d'incarnation où vous aimez plus que tout une personne qui fonctionne à l'inverse de vous, qui va avoir des peurs qui sont au fond les mêmes que vous, mais qui va réagir de manière totalement opposée à vous. Et vous allez trouver ça incompréhensible. Et c'est tout ça, le but de ce chemin, c'est de réussir à ouvrir suffisamment son cœur pour accepter l'autre tel qu'il est, vous accepter vous tel que vous êtes, et réussir à, si vous le souhaitez, avancer main dans la main vers cet objectif commun. Voilà pour cet épisode. Si jamais vous avez remarqué des traits de profil psychologique chez l'un, chez l'autre, que j'ai pas du tout mentionné et qui vous semblent importants, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, comme ça fera aussi plus d'informations pour les personnes qui vont venir écouter ce podcast. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, et en attendant, moi, je crois en vous.